Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ces plateaux. À la une, la commune de Lubero est confrontée à un afflux massif de déplacés fuyant les attaques du M23 dans plusieurs localités voisines. Ces familles vivent dans des conditions précaires, manquent de nourriture, d'abri et d'installations sanitaires. Les autorités locales, à travers un recensement en cours, estiment déjà plus d'un million à plus d'un millier de ménages déplacés et mobilisent des mécanismes pour solliciter une aide urgente auprès de partenaires humanitaires. La campagne de vaccination contre la poliomyélite à Butembo a atteint un bilan globalement positif avec 994 945 enfants vaccinés, dépassant l'objectif initial de 9 046 à 10 enfants. Cette réussite est attribuée à la mobilisation des équipes et à une sensibilisation accrue de familles. Cependant, l'insécurité a empêché la vaccination dans certaines zones, notamment à Kaina. Le programme élargi de vaccination souligne l'importance de poursuivre les efforts pour atteindre les enfants non vaccinés, rappelant que 4 doses sont nécessaires pour une immunisation complète. Tout pour les sommaires. Le détail dans ce laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs. Depuis quelques jours, la commune Lubero fait face à un afflux massif de déplacés fuyant les attaques de rebelles du M23 dans plusieurs localités voisines. Ces familles contraintes de quitter leur foyer vivent dans des conditions très difficiles, privées de nourriture, d'abri, de soins et d'installations sanitaires. Face à cette crise humanitaire, les autorités locales s'activent pour recenser les déplacés et mobiliser une aide urgente. Lancée mercredi dernier, la campagne de vaccination contre la poliomyélite à Butembo a permis d'atteindre la majorité des enfants ciblés avec un surplus de plus de 4 000 enfants vaccinés, renseigne le programme élargi de vaccination PEV. Sur le 946 110 enfants attendus, 994 945 ont été vaccinés grâce à une forte mobilisation des équipes sur le terrain. Cependant, certaines zones comme celle de Kaina n'ont pas pu vacciner en raison de l'insécurité. Suivez ce reportage. Depuis mercredi dernier, des équipes de vaccinateurs, accompagnées des relais communautaires, parcourent les quartiers pour administrer des doses de vaccins aux enfants de 0 à 5 ans. L'accueil dans les ménages est généralement positif, ce qui témoigne d'une sensibilisation accrue des parents à l'importance de la vaccination. Les responsables du programme élargi de vaccination PEV, rencontrés à ce bureau, se réjouissent de l'engagement des familles. Il note que les statistiques élevées sont dues au déplacement des populations entre différentes zones, ce qui a fait que 946 110 enfants ont été vaccinés au lieu de 994 945, soit plus de 4 000 enfants de plus. Nous étions en train d'attendre 894 949 enfants dans les 17 zones de santé de notre DPS de Butembo. Nous avons pu atteindre, nous attendions plutôt 946 210 enfants. Nous avons pu vacciner 994 949 enfants, dont 423 56 garçons et 471 894 filles, ce qui nous a fait une couverture vaccinale de 94,6%. En fait de compte, ce sont de bonnes données et aussi les résultats n'est pas mauvais, c'est de bons résultats. Toutefois, il a rappelé que l'insécurité reste un obstacle majeur dans certaines zones, comme Kaina, où les enfants n'ont pas pu être vaccinés pour cette 4e phase. Parmi les données que nous avons actuellement, celles de Kaina ne sont pas reprises dedans. Il y a eu beaucoup de défis. Les défis d'abord sécuritaires, tel que je l'ai dit tantôt. Il y a eu les défis climatiques. Nous avons vacciné sous une grande pluie. Et les enfants parfois n'étaient pas joignables à cause de la pluie. Et aussi, il y a eu d'autres centres qui n'ont pas été atteints par les vaccinateurs
C'est par exemple dans les zones de santé de Mangorijipa, où la vaccination s'est réalisée seulement au niveau de Mangorijipa centre. Il y a aussi les défis toujours sécuritaires à Ouicha, où aussi les enfants sont été recherchés difficilement à cause des activistes ADF qui étaient en train aussi de gêner la quiétude de la population à niveau. Ce qui est bon, c'est que quand même le nombre d'enfants attendus est presque en train d'être atteint. Et nous croyons que d'ici là, que les enfants seront. Pour rappel, la vaccination contre la poliomyélite concerne les enfants de 0 à 59 mois. Chaque enfant devra recevoir un total de 4 doses pour être totalement immunisé. Le prix du bidon d'huile de palme à Butembo a chuté de 67 000 à 55 000 francs à l'espace d'une semaine selon les revendeurs rencontrés sur place. Cette baisse est attribuée aux difficultés d'écoulement causées par l'insécurité dans les zones de production, notamment à Lubero, où sévit la crise du M23. Malgré cette diminution, le vendeur exprime leur inquiétude face à la lenteur de vente et appelle à la restauration des paix pour relancer le commerce. Suivez ce reportage. Au centre-ville de Butembo, les marchands exposent leurs bidons d'huile à bordure des routes pour attirer les clients. Sur l'avenue Kitsuku, Justine Kavira Kapakasi, une vendeuse grossiste, déplore la difficulté d'écouler sa marchandise, le territoire de Lubero, principale zone d'écoulement, étant inaccessible. Elle invite les autres revendeurs à baisser les prix afin d'encourager les achats dans la ville de Butembo qui reste le principal marché. Mangazi haziko tena kunani zinakwesha, wanasema zinakwesha. Waklia kwa kizi washakera ngura mwesha nabo bapunguze bei. Kwenye viko na kera ngura nabo bende punguza hata bei kama tulikuwa tumeshachupa 2500 bapunguze 2000. Sur le même marché, grâce Kasochi, une cliente s'est dit satisfaite de la baisse des prix. Elle a profité de l'occasion pour acheter un bidon plein, exprimant un soulagement face à cette rare opportunité d'économie. Les marchands d'huile de palme espèrent que la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo permettra un retour à la normale dans le commerce et l'écoulement de leurs produits actuellement bloqués dans les dépôts. Un bidon d'huile de palme à Butembo qui coûtait 67 000 se négocie à 55 000 francs. Faisons et pas Kinshasa où le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a alerté sur l'obsolescence prochaine du fichier électoral utilisé pour les élections générales de décembre 2023. Avec plus de 40 millions d'électeurs inscrits, ce fichier deviendra inutilisable de 2025. Lors d'une intervention ce mercredi 18 décembre, il a plaidé pour des réformes électorales et la mise à jour anticipée du fichier afin de préparer efficacement les élections générales prévues à 2028. Suivez les récits avec Joël Tali. Selon Denis Kadima, il est essentiel de planifier dès maintenant la révision du fichier électoral. Celui-ci deviendra progressivement obsolète à partir de 2025, rendant nécessaire une anticipation pour garantir le bon déroulement des prochaines échéances électorales. Il a également souligné la nécessité des réformes structurelles pour rendre les processus électoraux plus fluides et plus rationnels. Ces recommandations s'appuient sur les conclusions de l'atelier de l'évaluation à mi-parcours 2021-2024 tenu à Kinshasa en novembre 2024 qui a permis de dégager des pistes d'amélioration significatives. La CENI propose notamment l'instauration des systèmes proportionnels à la liste fermée et zébrée, accompagnés d'un seuil de représentativité de 3% au niveau national pour favoriser l'émergence des grandes coalitions.
Elle préconise également l'élargissement des conditions de vote pour les Congolais de l'étranger, la suppression des seuils de recevabilité de 60% et la modernisation des centres locaux de compilation des résultats. Ces réformes visent à réduire les coûts des élections tout en améliorant leur transparence et leur inclusivité. La CENI affirme son engagement à poursuivre ces objectifs avec rigueur et reste ouverte aux propositions des parties prenantes à condition qu'elles soient réalisables et pragmatiques. L'année 2028 marquera le 5e cycle électoral en RDC et la fin du 5e mandat de Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo a convoqué le mercredi 18 décembre le chargé d'affaires de l'Ouganda à Kinshasa, Matata Twaha, pour clarifier le récent propos polémique de Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni et chef des forces de défense ougandaises. Ce dernier avait publié des messages menaçants sur X, anciennement Twitter. Celui-ci avertissait d'une attaque contre le mercenaire opérant aux côtés des forces armées de la RDC, FARDC dans l'est du pays à partir de janvier 2025. Encore une fois, le détail avec Joël Tali. Ces déclarations surviennent dans un contexte de tensions régionales où l'implication de l'Ouganda dans la traque des ADF aux côtés des FARDC soulève des interrogations. Le gouvernement congolais a alors convoqué les chargés des affaires étrangères de l'Ouganda à Kinshasa, Matata Twaha, pour comprendre les propos polémiques de Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni et chef des forces de défense ougandaises. Celui-ci avait écrit « Je vais donner un seul avertissement à tous les mercenaires blancs opérant dans l'est de la RDC. À partir du 2 janvier 2025, nous attaquerons tous les mercenaires dans notre zone d'opération. » Ce tweet a été supprimé peu après sa publication, mais il a déjà suscité des réactions au niveau diplomatique. Matata Twaha, le diplomate ougandais, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba. Il dit avoir pris note des préoccupations du gouvernement et a promis les rapporter aux siens. Dans un autre message, toujours sur X, le fils de Museveni a exprimé son intention de se rendre à Kinshasa pour rencontrer le président Félix Tshisekedi. Cependant, ces déclarations contrastent avec les relations tendues dans la sous-région, marquées notamment par les refus de Paul Kagame, président du Rwanda, de participer à une réunion tripartite prévue le 15 décembre en Angola. Concernant les conflits entre Kinshasa et Kigali, Matata Twaha, cité par actualité.cd, a précisé « C'est une question qui concerne exclusivement la RDC et le Rwanda. Nous attaquons l'Ouganda, nous ne pouvons pas prendre position. La ministre nous a informé des évolutions, mais ce dossier est géré au plus haut niveau entre les deux chefs d'État. Ces tensions se produisent alors que l'Ouganda appuie les FARDC dans l'opération conjointe Shuja contre les rebelles ADF dans les Nord Kivu et l'Ituri. Néanmoins, les rapports, notamment ceux des experts de l'ONU, pointent du doigt une collaboration supposée entre l'armée ougandaise et les rebelles du M23, renforçant les soupçons et inquiétudes dans la région. Merci beaucoup Isabelle pour ces récits en réaction sur cette communication du fils de Museveni. Maître Achille Kapanga demande au gouvernement de voir clair dans le jeu de l'Ouganda pour ne pas se faire traîner dans la boue. Avec ses propos, il dénote une complicité du pays de Museveni avec le rebelle du M23. Une position qui semble dangereuse pour la RDC, étant donné qu'elle s'est fait appuyer par l'Ouganda dans la traque des terroristes EDF. Suivez Maître Achille Kapanga dans ses propos. Vraiment, nous sommes en train de condamner et de regretter les propos un peu discourtois et belliqueux du fils du président Yoweri Museveni. Le général, là, ce qu'il a déclaré, c'est très grave. Il dit qu'il va venir au Congo chasser les mercenaires qui sont en train d'assister techniquement et tactiquement nos militaires. C'est quoi ça? Nous avons toujours condamné la double face de l'Ouganda, puisque dans la partie Grand Nord, ils sont avec nous, on semble combattre l'ennemi commun qui est l'ADF,
Mais dans la partie Petit Nord, vous savez ce qui se passe. Bunagana, c'est la frontière entre la RDC et le Rwanda et l'Ouganda. Mais vous voyez comment les M23 font ce qu'ils veulent là-bas. Ça montre que l'Ouganda a un plan. Et cette trouble face-là, c'est que nous sommes en train de condamner. Et à l'instant, je suis en train de remercier et d'encourager madame la ministre d'État aux Affaires étrangères, puisqu'elle a interpellé l'un des représentants de l'Ouganda dans notre pays. Je pense que la façon dont elle lui a parlé, c'est une façon de nous montrer clairement qu'on en a assez. On ne doit pas chercher à jouer avec notre pays comme si notre pays devenait un dépotoir. Non, la RDC, ses dirigeants, c'est un État qui a ses textes légaux, sa constitution et consort. En tout cas, nous condamnons cet état de choses-là. Et nous demandons à notre gouvernement d'y aller le plus vite possible. On a besoin de voir comment rompre les relations diplomatiques avec ces États-là. Puisque l'Ouganda joue au malin. Il semble être avec nous pour combattre les ADF. Mais comme nous sommes avec le M23, qui vous dit que le M23 ne peut pas venir par Lubero et consort, et elles viennent par Benye et Touri. Et nous serons où? Moi, je pense que notre gouvernement doit être trop regardé dans cette affaire et chercher à comprendre de quoi il s'agit. Et on a besoin de prendre des mesures qui s'imposent le plus vite possible. En tout cas, merci beaucoup. Comme je l'ai dit au sommaire, depuis quelques jours, la commune de Lubero fait face à un afflux massif de déplacés fuyant les attaques de rebelles du M23 dans plusieurs localités voisines. Ces familles contraintes de quitter leur foyer vivent dans des conditions très difficiles, privées de nourriture, d'abri, décents et d'installations sanitaires. Face à cette crise humanitaire, les autorités locales s'activent pour recenser les déplacés et mobiliser une aide urgente. Depuis Lubero, Irave Wavomundu dans ce journal. Depuis le début de cette semaine, la commune de Lubero accueille des milliers de déplacés en provenance des localités comme Matembe, Alimbongo, Mambasa et Mbingi, prises par les rebelles du M23. Ces déplacés vivent dans des conditions précaires, manquant de nourriture, des locaux décents et d'installations sanitaires. Ces déplacés, parmi lesquels les femmes enceintes et allaitantes, tentent de survivre en vendant leurs ustensiles de cuisine pour nourrir leur famille. Certains sont hébergés par un site en construction par l'ONG ADS, tandis que d'autres dorment dans des balcons près de la barrière des péages route de Lubero. Les conditions sont déplorables, absence de lits, d'abris suffisants et de toilettes. Ils en appellent à l'aide des autorités. Bamingi watoto bamingi walipotea na munjia, hakuna na gisi tuko na lala, tuko na logota birario kwa barabara ndio tunatandikia na maji tunatushukia mu manyumba kwenye tunalala masomo. Ndio vile kukula hapa ni magumu. Tembea, unaweza utatembea huku shida kupata nini chakula. Ndio. Sasa tunateseka sana. Na hizo wakubwa watusaidie sana. Tunateseka, njala ndio itatuia hapa. Les responsables locaux travaillent actuellement à leur identification pour solliciter une assistance auprès des partenaires humanitaires. Crispé Bahuere, contrôleur budgétaire de la commune, a assuré que les autorités locales s'efforcent de mettre en place des mécanismes d'aide. Il informe que les recensements des déplacés, déjà estimés à plus de milliers de ménages, est en cours pour un plaidoyer auprès des partenaires. À l'arrivée de certains déplacés, ils se dirigeaient vers des écoles. Et nous sommes allés les identifier, les repérer et les orienter juste là où on construit un abri des déplacés, quoi. Les déplacés continuent à demander la fin de la sécurité pour un retour dans leur localité d'origine. Éducation à présent, le complexe scolaire de l'Assomption a procédé ce jeudi 19 décembre à la proclamation des résultats du premier trimestre. Au niveau primaire comme au niveau maternel, les résultats ont été satisfaisants. Une occasion pour les autorités scolaires de louer le travail des enseignants et des parents pour un meilleur encadrement des élèves. Reportage Isabelle Wangaemuka et Gérard Mourefou. L'ambiance était particulière la journée de ce jeudi 19 décembre au complexe scolaire de l'Assomption. Les apprenants sont venus avec leurs parents pour connaître leurs résultats du premier trimestre. Sur le programme de la journée, des jeux étaient aussi prévus.
Toutes les classes de la maternelle et du primaire ont presté. Des écoliers ont présenté des récitations apprises en classe. D'autres ont déclamé des poèmes. Je souhaite mourir pour que cesse ma peine. Je ne veux plus souffrir d'un amour qui m'amène. Des pas de danse n'ont pas été du reste. Un défilé de mode. Dans sa présentation, la sœur directeur du complexe scolaire de l'Assomption a salué les taux de réussite des apprenants. Elle a par l'occasion remercié les enseignants et les parents qui ont favorisé cette réussite en encadrant convenablement les enfants. Nous avons débuté cette année scolaire selon les calendriers scolaires et nous voici déjà au terme du premier trimestre. Chers parents, merci pour la confiance et la collaboration. Que Dieu vous bénisse énormément, qu'il bénisse vos familles respectives et tous vos projets de vie. À présent, la proclamation proprement dite. Les écoliers qui ont obtenu les meilleurs résultats au niveau de la maternelle sont proclamés en premier. 91,6%. Ensuite, tous les autres sont proclamés classe par classe sous les applaudissements de leurs parents. La proclamation au primaire a été faite de la même façon. Le Père Noël a donné des cadeaux à tous les enfants pour les encourager pour leurs résultats présentés ces jours, fruits des trimestres d'apprentissage. Une façon pour l'école de donner ces cadeaux de Noël aux enfants, étant donné qu'ils entrent en vacances. Cette proclamation marque la fin des activités du premier trimestre au complexe scolaire de l'Assomption. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.